Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Grand Popcast, le podcast de Le Grand Pop. On est dans un épisode 0.2, puisque vous le savez, on a beaucoup d'envie et beaucoup d'idées autour du Grand Popcast, mais on avait évidemment des sujets qu'on voulait traiter, donc on les a lancés directement et bien sûr, nous sommes tout à fait à l'écoute de vos retours et de vos commentaires, donc n'hésitez pas évidemment à nous laisser une petite bafouille, évidemment, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, pour nous dire ce que vous avez pensé. Des étoiles sur les plateformes, c'est très important. C'est très important. Et tout ce que je veux vous dire, c'est que on a un sujet aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la bataille des préquels. On a traité des anneaux de pouvoir la dernière fois. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller jeter une oreille ou un œil sur les différentes plateformes autour de Le Grand Popcast, les anneaux de pouvoir. Aujourd'hui on va parler de House of the Dragon et pour ça je suis Menro et je suis en compagnie de Otaksu. Comment ça va Otaksu ? Et bonjour. Ça va bien. Je me sens tel lame du dragon, je me sens brûlant. Voilà. Je suis chaud. Avec Otaksu nous avons évidemment aussi Phlegmatique qui est avec nous. Bonsoir, je me suis dit, juste avant de prendre le micro, est-ce que j'essaye d'imiter le cri du dragon pour me présenter ? Et heureusement pour tout le monde, je ne l'ai pas fait. Et heureusement pour tout le monde, tu ne l'as pas fait. Et une autre voix va s'élever dans ce podcast, c'est celle de Cinétique, que l'on connaît aussi sous le nom de Théo. Comment ça va Cinétique ? Ça va à merveille. Je ne sais pas si on peut parler d'élévation pour l'instant. Je tenterai d'apporter un petit peu à ce podcast. Ne sois pas si modeste. Toujours. Tu fais partie de l'équipe Le Grand Pop, à partir de là, on sait. C'est vrai. Voilà, c'est la base. En fait, je voulais parler d'élévation parce que je voulais aussi te présenter un petit peu, parce que si on connaît déjà Otaksu et Phlegmatique ou moi-même, certains ou certaines te connaissent peut-être un peu moins. Et quand je disais élévation, c'est que tu as une spécialité qui est aussi celle de la science-fiction. Tu apportes ta pierre à l'édifice à Le Grand Pop comme ça aussi. C'est vrai, voilà, c'est vrai que effectivement sur House of the Dragon, je suis pas non plus sur ma plus grande zone de confort, car voilà, si on peut plus parler de science-fiction, on est dans mon domaine, donc. Tu es le plus littéraire de nous quatre, c'est ce qu'on peut dire aussi quand même. Le plus littéraire ? Bah c'est toi qui lis le plus, alors je sais que Menro a aussi quand même une spécialisation là-dedans, mais d'une manière générale... Disons que j'essaye de rattraper du retard sur beaucoup d'œuvres, et effectivement quand on voit que d'une, il y a 6 tomes à lire de Frank Herbert, ça prend du temps, voilà, c'est surtout ça en fait, c'est qu'il y a beaucoup trop de sagas. C'est ça le problème des bouquins, il y a trop de mots, il y a trop de pages, trop de... Moi j'aurais ajouté un truc quand même sur le profil de Théo, c'est quand même le mec qui fait le plus de roulades de l'équipe, et ça c'est très important. Et oui, car effectivement, s'il y a bien une partie de la fantasy que j'aime bien, c'est bien la dark fantasy. Je veux faire du Dark Souls et du Bloodborne. En fait, c'est surtout Bloodborne, parce que qui dit Bloodborne dit Lovecraft, dit science-fiction, et la boucle est bouclée. Retour à House of the Dragon, bien sûr ça va être le sujet du jour. D'ailleurs, évidemment je suis obligé de faire une petite annonce. On va spoiler allègrement toute la saison 1 de House of the Dragon, peut-être même un poil plus, puisque moi par exemple j'ai lu le bouquin. Donc on va y revenir plusieurs fois dans ce podcast. Je vais commencer par un petit tour de table et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous demander chacun au fur et à mesure quelles étaient vos attentes quand vous avez abordé le visionnage de ces 8 épisodes qui composent cette préquelle à Game of Thrones. Dans les faits, je vais pas te mentir, clairement je n'en attendais absolument rien. En fait, à la fin de Game of Thrones, je me suis dit, ok, House of the Dragon, c'est clairement le projet pour faire des thunes. En vrai, je voyais que ça. C'était genre HBO qui, après, je sais plus, c'est 8 saisons, il me semble, sur GOT, se dit, oh là là, on avait la poule aux œufs d'or, maintenant on l'a plus, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de faire un préquel, ça va être à l'arrache, etc. Mais au final, je me retrouve à limite plus l'aimer que la série originale. C'est la grosse surprise pour moi sur House of the Dragon. Phlegmatique, de ton côté, comment tu te positionnais quand tu as commencé à regarder ? Est-ce qu'il y avait un intérêt réel ou est-ce que tu l'as fait parce que tu savais que tout le monde allait regarder plus ou moins ? Je suis un peu entre toi et les autres pour parler pour vous, désolé, mais j'avais pour le coup acheté le bouquin à sa sortie en 2019, donc pas longtemps finalement après la fin de Game of Thrones. En plus j'avais fait mon petit malin, j'étais à Salem à l'époque, donc sur la côte est des États-Unis, et je le vois dans une librairie avec en plus le talent qu'ont les libraires américains de créer des super belles couvertures et tout ça. Je me dis le bouquin est magnifique, et un peu naïvement je me dis c'est un préquel,
Je sais que les premières traductions de Game of Thrones ont mis du temps à arriver en France. Si ça se trouve, il va pas sortir chez nous avant longtemps. Et je vais être là, genre, ouais, je vais la voir avant tout le monde et tout, donc je l'achète. J'achète en anglais, évidemment. Déjà que j'avais lu les tomes 2 à 5, ou 2 à 4, 2 à 5 de Game of Thrones en anglais, c'était déjà compliqué. Mais je me suis dit, bon, ça fait un petit challenge, je vais me le permettre. Et en fait, c'était imbuvable, en tout cas pour moi, quoi. On va y revenir, mais le House of the Dragon par rapport à Game of Thrones, c'est des annales dans le sens où c'est un Alors Fire and Blood, le titre du livre. Fire and Blood, tout à fait. C'est un meister, en fait, un scribe qui écrit littéralement les faits de la dynastie Targaryen de façon très factuelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Mais c'est une bonne situation, ça, Skrill? Alors, si je peux me permettre, je pense que c'est avant tout des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main et contrairement à toi, je ne peux pas le réciter en entier, donc je vais m'arrêter là. Un jour, tu nous feras ça en direct. Mais bref, tout ça pour dire que, et c'est très rare pour moi, ça m'est arrivé peut-être qu'une ou deux fois, je suis pas allé au bout de ce bouquin, j'ai jamais réussi à le reprendre et à me dire allez, je me mets un petit coup de fouet et je le finis, quoi. Donc je saurais même pas dire combien j'ai lu, peut-être un tiers. Et vraiment, c'était très très compliqué, donc je suis jamais revenu dessus. Et comme toi, finalement, je me suis dit, dans la foulée de Game of Thrones, il leur fallait quelque chose à HBO pour avoir un nouveau produit d'appel. On va pas laisser le produit dépérir à ce point-là, il faut repartir sur autre chose. Donc ça, plus la combinaison du bouquin que j'avais détesté, pareil, j'y croyais pas vraiment et j'avais oublié que ça restait HBO et qu'ils savaient faire des plutôt bons produits culturels. Voilà. Je me tourne vers toi, Cinétique. Même question. Quelles étaient tes attentes quand tu as commencé à regarder House of the Dragon? On va dire assez proche de ce qu'on a pu entendre pour l'instant, c'est-à-dire que j'ai eu, comme beaucoup de personnes, cet intérêt prononcé pour Game of Thrones, avec cet effet un peu pétard mouillé sur la fin, et du coup assez curieux de House of the Dragon. Il y avait ce côté, vous m'avez apporté des bons souvenirs, mais vous m'avez quand même vachement déçu. Il y avait quand même la belle gueule de Matt Smith en Targaryen, qui était quand même là pour vraiment attiser l'intérêt. Je pense que c'est ce qui m'a le plus motivé à vouloir regarder. Et malheureusement, ce qu'on a eu aussi sur Game of Thrones, c'était en fait le fait maladif de te faire spoiler au bout d'une semaine sur les réseaux sociaux. Et je m'étais dit que j'allais attendre la fin de la sortie de la série, de la sortie de tous les épisodes pour regarder. Et j'ai fini par céder en fait, parce que voilà, devant tant de pression, devant tant de mèmes partagés par des amis sur Facebook, devant tant d'événements importants qui m'ont été dévoilés au bout de quelques épisodes, j'ai fini par craquer et me dire ok, c'est bon, je vais rattraper mon retard, c'est pas grave. Alors moi de mon côté, pour le coup, on l'a dit tout à l'heure, hein, je lis un petit peu, même si je lis moins aujourd'hui qu'avant. Je fais partie de cette génération qui a lu Goth, enfin le Trône de Fer, avant qu'il y ait une question d'adaptation. Before it was cool. C'est ça. Et je disais à des copains, il y a des copines, tu devrais t'intéresser à cette série de fantasy, c'est hyper intéressant, c'est vachement cool. Vraiment, il se passe quelque chose. Après, il y a eu la série qui a commencé. Et là... c'est là où je suis désolé, je vais te couper. C'est là où tu as été le plus chiant. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas lu justement les bouquins, j'avais ce mec pour dire genre, ah ouais, mais cet épisode-là, t'es pas prêt pour le prochain. Alors c'est pas vrai. C'est pas vrai justement. Toi et Matt. Je connais des gens que je voulais pas citer. Mais personnellement, j'étais beaucoup plus dans la retenue. Mais par contre, la balle perdue. Je fais partie des gens qui, justement, quand je disais à mes potes, mais vous devriez regarder ça, c'est cool et tout. Quand la série est arrivée, ils m'ont fait, t'as entendu parler de ça? Voilà, c'était assez insupportable à vivre, et donc j'ai enchaîné. Moi ça fait 15 ans que j'attends la suite de Game of Thrones en bouquin, le tome 6 en l'occurrence, mais il va arriver là pareil l'année prochaine. Ouais, il va arriver un jour, ouais. Mais par contre j'ai lu donc le livre Fire and Blood. Comme j'ai déjà réussi à passer outre ce côté un peu factuel et historique du Silmarillion de Tolkien, j'avais pas de problème à avoir des tables historiques de faits qui se sont passés, décorrélés de tout récit, dialogue ou ce genre de choses. Par contre, il y a un truc qui est hyper intéressant dans le livre, c'est que c'est un maître, donc un érudit qui raconte ce qui s'est passé dans la dynastie Targaryenne jusqu'à 100 ou 200 ans avant le moment où il écrit.
Et ça remonte bien avant le bouquin, pour le coup, bien avant le début de la série. Oui, carrément. On va y revenir, mais c'est à peu près la moitié. Et par contre, le livre est intéressant en ça que le narrateur explique qu'il y a, pour certains faits, plusieurs possibilités d'interprétation et laisse le choix au lecteur ou à la lectrice pour le coup, faire le choix de laquelle est la bonne. Par exemple, il va y avoir sur tel fait, c'est un tel qui a provoqué la mort d'un personnage, ou alors c'est un tel, et il y a même un fou du roi qui raconte les faits de manière beaucoup plus grivoise, et c'est le lecteur ou la lectrice qui doit choisir lui-même ou elle-même quelle est la bonne interprétation. En tout cas, c'est laissé un peu flou. Et la série, elle, va prendre des choix et ne laisse plus d'ombre et choisit une direction. Donc ça, c'est une des vraies différences, mais on va revenir là-dessus. C'est juste pour dire que moi, j'attendais énormément de la série. La déception de la saison 8 pour moi est caricaturale, parce qu'à partir du moment de la saison 6 il y avait déjà et au moment où on dépasse l'écriture du livre et on est dans la réinterprétation, on est un peu en roue libre et un peu en fin de fiction. Donc pour moi, le problème de la fin de GOT, il n'est pas lié à la saison 8, il est lié à la saison 6, 7 et 8. Du coup, j'étais très content de retrouver quelque chose qui se basait sur de l'écrit. Et l'écrit de l'auteur. Ceci étant dit, je vous propose qu'on enchaîne directement maintenant, rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que quelqu'un se sent tiré de faire une sorte de pitch de c'est quoi House of the Dragon, qu'est-ce que ça raconte? Flag peut-être? Ouais, on l'a dit, c'est une préquelle à Game of Thrones, et ça pour le coup c'est résumé assez succinctement, assez rapidement dans le carton qu'on a au début. C'est vraiment un carton qui tient littéralement en 3 lignes, qui te pose le cadre de la série en te resituant. Ça se passe 172 ans de mémoire avant la mort du roi fou, donc le fameux Mad King, et sur lequel Game of Thrones prend appui. L'histoire de Game of Thrones commence à ce niveau-là. C'est vrai que tu as ce côté très amusant sur le carton où ils te mettent à peine 3 lignes et après ils en effacent la plupart des mots juste pour te mettre 3 mots, histoire de vraiment te dire si tu n'aimes pas lire, tu peux quand même comprendre. Tu vois. Oui, parce qu'en fait, il te remet tout le contexte, et en fait, à la fin, il te laisse juste 172 ans avant Daenerys. Voilà. Donc, si tu as retenu que Daenerys, tu comprends très rapidement, et c'est là aussi où c'est juste, tu as le choix effectivement d'avoir le contexte plus global, mais si il te reste vraiment 2-3 noms propres de l'univers Game of Thrones, tu peux tout à fait t'en sortir, quoi. Et donc ça part sur il y a même une première scène d'introduction qui pose les enjeux de base, à savoir la succession du vieux roi Targaryen qui n'a pas d'héritier mâle, mais qui a une sœur et un frère de mémoire, ou c'est son neveu, son cousin, je sais plus. Enfin, il n'a pas d'héritier direct, et donc il y a un espèce de vote qui se déclenche entre différents prétendants. Je sais plus très honnêtement à quel degré ils lui sont liés, mais il y a un vote qui vote en faveur de Viserys, qui lui est plus éloigné finalement que Rhaenys, qui aurait pu être la prétendante directe. Et ça nous pose un peu les enjeux de base, à savoir que là où la prétendante féminine aurait été plus légitime de notre point de vue aujourd'hui, 21e siècle, etc., et bien finalement on reste quand même sur le poids des traditions, à savoir on veut un homme malgré tout qui règne sur Westeros, et de là va découler pas mal d'enjeux, et on va suivre la lignée de Viserys à travers finalement une bonne quinzaine d'années sur cette saison 1. C'est assez facile à suivre dans le sens où on le reviendra, mais il y a un vieillissement des personnages qui permet de suivre ça assez bien. Et encore une fois, on reste dans Game of Thrones, donc on n'est pas spécialement perdu, à savoir des luttes de pouvoir, d'influence entre différentes familles, toujours basées sur des luttes de succession et qui va pouvoir accéder au fameux trône de fer. En gros, si je résume ce que tu disais, c'est qu'il y a Game of Thrones, pour tous les gens qui connaissent, qui était la fin de la famille Targaryen, et du coup toutes les familles essayent de récupérer le pouvoir. Là on est sur la famille régnante et sur un jeu de succession autour de cette famille-là. Et donc toute cette famille va être le cœur de l'intrigue, et on va rester de manière très centrique, très restreint au milieu de cette famille-là et de l'héritage de ces gens-là.
Sachant que cette famille était présentée dans GOAT comme quelque part une famille élue, la plus puissante ever, indestructible, quoi. Donc là, on est sur le cœur du truc, quoi. C'est ça, c'est qu'effectivement dans GOT, t'as vraiment les dragons, c'est voilà, il y en a que 3 et pourtant c'est déjà le truc le plus badass en fait qui soit. Et donc là on te dit, mais en fait c'est la famille, ils ont tous les dragons en fait, il y en a tout plein, tu vas voir, ça va être trop bien, la série va être trop bien parce qu'il y a des dragons. Donc en fait oui, c'est tout ce qu'on attend. Du coup, les enjeux de cette série-là, c'est de présenter comment cette famille qui donc détient les dragons dans cet univers d'Heroic Fantasy s'est entre-déchirée pour aboutir à un délitement général qui fait que d'autres familles ont pris le pouvoir à terme, et c'est ce que raconte Game of Thrones. Donc là, on est, comme tu l'as dit, 172 ans avant, et on va voir, donc il y a eu un premier jeu de succession où il y a eu un vote qui a été fait. Déjà, le fait de soumettre à un vote, c'est un truc un peu étrange peut-être, mais il y a eu un vote qui a été fait, et donc on va suivre un roi qui s'appelle Viserys, et on va le suivre à lui, et tous les enjeux de la série va être sa succession à lui. C'est-à-dire qu'il y a eu le prologue, où lui, il a pris le pouvoir, et ensuite, la série suit ce personnage-là, et comment sa succession à lui va être organisée, et comment ça va entraîner tous les événements à venir. Oui, et pour le coup, voilà, on l'a dit, par un vote, donc de façon légitime, donc pas contesté par entre guillemets celle qui a perdu, mais là où effectivement Game of Thrones se dispatchait en plein de régions, plein de personnages, et on devait nous présenter beaucoup plus du monde et beaucoup plus de personnages différents, là on reste vraiment dans une unité de lieu presque, hein. On reste beaucoup plus à King's Landing, on va aussi aller à Dragonstone qui est la forteresse, il y a un nom en français que j'ai plus, hein, voilà. Alors, King's Landing c'est Port-Réal. Port-Réal, là c'est la capitale du royaume, et Dragonstone c'est la forteresse de la famille Targaryen, voilà. Et c'est Peyre Dragon en français. Voilà, donc c'est globalement les deux lieux qu'on va explorer, avec des petites incursions à droite à gauche dans des lieux que on est censé connaître si on a vu Game of Thrones, mais ça reste relativement restreint. Et je pense que c'est ça qui a pu décontenancer aussi pas mal si on est habitué justement à cette multiplicité d'endroits et de lieux de Game of Thrones, surtout si on se souvient des dernières saisons. Mais là, on reste finalement en terrain relativement conquis. Sauf qu'effectivement, on suit, au lieu d'avoir des clans, des familles, des villes qui s'entre-déchirent, on va suivre une famille et comment tous ces différents personnages vont... Ce qui peut être aussi intéressant de noter, c'est qu'effectivement, tu as les Targaryens, mais il y a d'autres blonds. Parce que du coup, voilà, il y a aussi du coup, les Vélarions, je crois que c'est ça. Hein. La famille Velaryon, voilà. exactement. Il s'appelle Pierre. Mais du coup, effectivement, il y a vraiment une sorte de lignée, voilà, on va dire élue et royale, voilà, qui, en fait, qui du coup est divisée en deux branches, en fait. Il y a eu Valyria, qui viennent du continent. Et donc les Targaryennes et la famille qu'on connaît qui vient de Valyria, et donc qui a hérité de cette capacité de domestiquer les dragons. Et du coup, il y a aussi là une famille qui s'appelle les Velaryon, qui ont eux aussi, qui sont originaires de la même contrée et qui ont aussi les mêmes capacités, mais ils sont pas régnants. Ils sont inféodés, mais quand même mixés. On sent qu'il y a des alliances, des mariages et ce genre de choses. On est quand même dans une logique féodaliste. Une contrée mythique pour le coup, parce qu'on nous la présentait déjà du temps de Game of Thrones comme la grande cité de l'époque qui a été rasée par les combats successifs et par les catastrophes et la furie des dragons et des hommes, etc. Et là, on s'en rapproche un petit peu parce qu'on remonte dans le temps, mais ça reste quand même, encore une fois, cet ancien pays mythique, tu te souviens à l'époque, et puis il y a encore le Valyrian Steel, le Valyrian, l'acier valérien dont sont faits les épées qui sont les plus tranchantes et les plus puissantes. Il en reste quelques reliques à droite à gauche, donc il y a encore effectivement ce poids d'être quasiment de lignée divine, ou en tout cas de se sentir vraiment au-dessus du tout venant, quoi. Du coup, si on se resitue un petit peu sur la série elle-même, donc il y a 8 épisodes. Le premier s'ouvre sur donc le fameux roi Viserys qui a hérité du royaume dans l'intro, et on est plusieurs dizaines d'années plus tard, et il s'avère que donc il est présenté, il a une femme enceinte, il a une fille qui est hyper importante dans la série qui s'appelle Rhaenyra, et qu'elle a été élevée avec une autre noble qui s'appelle Alicent, qui est issue de la famille Hightower, et le papa de Alicent, c'est la main du roi.
C'est-à-dire que c'est le conseiller du roi, le numéro 2 du royaume. Donc c'est un peu les personnages principaux qui nous sont présentés. Et le roi a lui-même un frère qui s'appelle Daemon et qui nous est présenté dès le départ. Donc il est joué par le fameux Matt Smith. C'est un des Doctor Who, c'est un acteur anglais. Également, il s'est très bien gravé des CD. Ça, c'est une vieille référence. Je l'ai pas. Il n'y a pas de souci. Oh, je l'ai. Oh, c'est terrible. Demon Tool. Tool. Oh la vache, ouais, bien joué. Et du coup, Daemon Targaryen, c'est le frère du roi, et au départ de la série, il nous est présenté comme sans doute l'antagoniste. C'est-à-dire que il y a de fortes présomptions comme quoi il n'est pas forcément en phase avec un roi un peu bonhomme, un peu plutôt arrangeant, qui essaie de faire des compromis. Et lui, on sent que c'est pacifiste, disons. Pacifiste, ouais. Et donc la base, c'est ça. Et sa femme va mourir en couche parce qu'il va faire le choix de garder l'enfant et pas de sauver sa femme. Elle va mourir en couche et l'enfant va quand même mourir derrière. Et donc le problème de succession va arriver comme ça s'était produit pour lui avant. C'est pire que ça, c'est-à-dire que pour le coup, il y a vraiment ce côté où lui, effectivement, ça fait un bon moment qu'il a le trône, mais il lui manque encore un héritier mâle. Et il est focalisé là-dessus à 100%. Il a cette fille, Rhaenyra, qu'il a un peu... qu'il essaye de former à ça, mais en même temps qu'il délaisse un peu, parce que c'est une fille, de toute façon, selon la tradition, elle n'est pas trop censée régner. En gros, si je la déclare comme héritière, je vais pas être super bien vu. Donc effectivement, il attend cet accouchement, cet héritier potentiel mâle, parce qu'on est évidemment certain de rien, comme l'événement qui va pouvoir le faire asseoir un petit peu plus lui sa place et le rassurer pour l'avenir. Et on a cette scène d'accouchement qui est atroce, quoi. C'est pour le coup, on en a vu, c'est un truc très classique du cinéma de genre, du cinéma d'horreur, d'avoir des accouchements qui se passent mal de plein de façons possibles et imaginables, d'avoir des grossesses aussi qui sont traumatisantes, etc. Mais d'une manière comme ça, et de nous présenter ce dilemme moral où, en gros, de toute façon, ta femme va mourir. C'est même pas on peut la sauver, c'est dans tous les cas, elle va mourir. Tu as le choix éventuellement de sauver ton futur enfant, mais par contre va falloir lui faire un truc atroce qu'on nous montre heureusement pas, mais qu'on devine et ça suffit, ou alors juste les deux meurent et voilà. Et il fait passer le fait d'avoir un héritier mâle avant entre guillemets lui offrir une fin digne à sa femme qu'il aime. On nous le présente comme ça, il n'y a pas d'histoire, ils sont pas en conflit ou quoi, on sent qu'ils sont très très proches, mais il fait le choix de prendre l'enfant coûte que coûte. Et en plus, la double tragédie, c'est que l'enfant il meurt au bout d'une journée, quoi. Et on a ce double en plus discours à la fin, ton potentiel héritier mâle est mort. Tu as le choix maintenant, là tout de suite, de choisir entre ta fille et donc son frère. Il y a un dialogue excellent entre Matt Smith et donc Paddy Considine, on l'a pas dit, qui joue Viserys, qui est un acteur anglais relativement connu, mais qui est plutôt abonné au second rôle chez Edgar Wright. Vous l'avez peut-être vu dans Peaky Blinders aussi. Qui là vraiment, je trouve un rôle vraiment à sa mesure, quoi. Il joue un roi qui est assez faible, qui aime pas trop le conflit, qui préfère trouver des solutions au milieu, mais qui fonctionne bien là-dedans. Et on a ce double dilemme moral pour lui, et il choisit à la fin de l'épisode de déclarer malgré tout sa fille comme héritière, et on a le début d'un potentiel conflit avec son frère. En fait, je trouve que cet exemple souligne bien ce que j'ai beaucoup aimé dans l'intrigue générale de House of the Dragon, c'est qu'à la base, on s'est fait des watch parties, je l'ai dit plus d'une fois. Au début, j'étais là genre, ça manque un peu de l'épaisseur et de la vision globale qu'avait Game of Thrones, où du coup, il y avait une certaine variété, parce que tu partais de Winterfell, tu allais sur Port-Réal. J'ai pas les noms français, je suis désolé. Winterfell, voilà. C'est bon, et Port-Réal, c'est Port-Réal, voilà, parfait. Tu vois, tu partais un petit peu partout dans tous les continents. Quand il y avait un petit ventre mou d'un côté, de toute manière, on s'en fout parce qu'on passait de l'autre côté. Ici, on est très focalisé effectivement sur les Targaryen, parce que c'est toute l'idée de House of the Dragon. Mais là où sur les premiers épisodes, j'étais là genre, ça manque un peu de changer d'étape ou truc comme ça. Au final, je trouve qu'ils réussissent très bien à construire les problèmes moraux au sein même de la famille, de telle manière à ce que sur les 2 premiers épisodes, j'étais en mode ça me manque de changer de lieu, et arrivé à la fin de la série, c'est peut-être le truc que je préfère le plus, parce que c'est plus facile à suivre aussi, j'avoue, c'est plus facile de le bouffer, et du même temps ça ne manque pas
de profondeur. C'est ce que j'ai le plus apprécié dans House of the Dragon au final, quoi. Il y a un vrai truc quand même qu'il faut qu'on aborde très rapidement. Je sais qu'on on a commencé à aborder une scène très violente et la violence et le sexe dans la série, ça va être un vrai sujet. Mais on est obligé de parler à un moment de la façon dont le récit est décomposé et notamment le choix qui a été fait par la prod de faire des sauts dans le temps. C'est un truc qui peut paraître un peu étrange. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je crois que c'est à l'épisode 5, à la fin de l'épisode 5, il va y avoir 10 ans de sauts. Autant sur les 5 premiers épisodes, on suit à peu près de manière chronologique, avec très peu d'ellipses, le récit. À partir de la fin de l'épisode 5, là, il y a un saut dans le temps de 10 ans. On va changer les 2 actrices principales, donc Rhaenyra et Alicent. Les acteurs autour vont être un petit peu vieillis, grimés, être un peu plus chauves, et encore, sauf Matt Smith. et par contre, après, à partir de là, à chaque épisode, on va quasiment faire 4-5 ans entre tout ce qui se passe. Comment vous avez apprécié ce genre d'exercice ? Est-ce que c'est un truc qui vous a interrogé ? Vous avez eu du mal à rentrer dedans ? Ou au contraire, c'était pour vous tout à fait légitime ? Pour le coup, moi, c'est quelque chose qui m'a au début un petit peu gêné, mais en fait, c'est surtout pour revenir à ce dont on parlera plus tard sur le côté violent de la série. C'est-à-dire que je m'étais dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est une super idée vraiment d'étaler ça sur plusieurs chronologies, mais par contre, l'idée omniprésente de la violence dans Game of Thrones et dans House of the Dragon fait que du coup on peut pas avoir un épisode sans un événement traumatisant, et du coup j'ai l'impression que cette chronologie elle est uniquement marquée par des chapitres qui sont état de violence, état de violence, état de violence, état de violence et de sexe en même temps, état de violence, et du coup c'est un petit peu ce qui m'a gêné là-dessus, c'est que j'ai envie de dire c'est cool de pouvoir s'arrêter à certains moments du temps, voilà, c'est comme si on est très vite dans la timelapse et tout d'un coup on se figeait et puis paf, regardez, ça c'est important. Et ok, mais dans ce cas-là, montrez-moi des choses vraiment importantes. Et des fois, j'ai l'impression que c'est uniquement justifié par des accès de violence qui sont là aussi pour faire plaisir au spectateur qui en veut aussi pour son argent, pour son côté goth. Après, je pense qu'il y a un truc qu'on devrait souligner, et je pense que là, tu auras un avis particulier, Théo, c'est que ce genre de saut dans le temps, c'est beaucoup plus facile de le faire dans un roman que ça ne l'est dans une série pour le coup, et je pense qu'en pur terme de gérer en termes de production, j'ai presque envie de dire un saut dans le temps, je pense qu'on peut quand même donner à House of Dragon le fait qu'ils l'ont parfaitement réussi. Après, effectivement, il y a tout ce que tu soulignes dans le ton, dans la manière de faire, mais pour le pur saut dans le temps, je trouve pas que ça a été choquant finalement en tant que spectateur. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Pour moi, vraiment, cette idée de saut dans le temps, elle est parfaitement maîtrisée. Et encore plus au niveau du cast, on en parlera sûrement plus tard, mais voilà, pour moi, l'évolution du casting est vraiment folle, surtout effectivement au niveau des 2 actrices qui sont Rhaenyra et Alicent, j'ai oublié le nom des actrices. Attention, on peut faire un petit point scribe phlegmatique. On peut tout à fait faire un point casting. Alors au début de la série, le souci c'est que c'est pas forcément des acteurs qui sont, surtout des actrices, j'ai l'impression, qui sont forcément très connue du grand public. Donc au début de la série, on a Emily Carey qui joue Alicent et Millie Alcock qui joue Rhaenyra, et qui est remplacée ensuite par Olivia Cook, qu'on connaît un petit peu mieux puisque c'est notamment elle qui joue, j'ai oublié le nom de son personnage, mais dans Ready Player One, et Rhaenyra est remplacée par Emma Darcy à la fin de la saison, et on peut le dire juste comme ça, le casting est assez le casting et la direction d'acteurs d'une manière générale est assez phénoménale. Moi, j'ai juste, pour mettre un mot sur Matt Smith, on l'a déjà dit, toi c'était un point principal, en tout cas vraiment un des trucs qui était amené à la série. Moi je le connaissais assez peu, j'avais pas forcément vu Doctor Who, mais en parallèle de House of the Dragon, je me suis mis à regarder The Crown, et donc j'avais quasiment tous les jours ma petite dose de Matt Smith, et j'ai dit mais oui, j'en veux quoi, j'adore cet acteur, j'adore sa façon de parler, son phrasé, il dégage un charisme un peu à la Benedict Cumberbatch. Je sais pas, il y a un truc, il est pas d'une beauté naturelle, mais il y a un truc qui se dégage de lui, et quand il s'emporte, quand sa voix part, magnétique. Ouais, c'est assez fou quoi. Oui, complètement. C'est avec Matt Smith, et c'est vraiment cet autre anglais avec le visage très anguleux et un style très particulier qui, comme tu le dis, rappelle un peu Benedict Cumberbatch. Et c'est assez amusant que tu parles de ça, parce que c'est grâce à toi que j'ai maté du coup il y a quelques jours Last Night in Soho, que je n'avais du coup pas encore vu.
C'est une grosse reco d'Otaksu surtout. Moi, je suis plus mitigé, mais J'adore ce film. Et clairement, oui, j'ai adoré. Et surtout, voilà, c'était le fait, juste après avoir maté House of the Dragon, le fait de revoir Matt Smith en antagoniste. Et je trouve que c'est quelque chose qui lui sied quand même relativement Mais bien. n'oublions pas son plus grand rôle d'antagoniste dans Morbius, n'est-il pas? c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Mais là où justement au début de la série, tu penses que ça va être un méchant, très méchant classique. Ben non, on arrive quand même à t'ajouter un peu d'humain là-dedans et il devient presque mélancolique, presque un peu triste. On a presque de la peine pour lui à la fin, le petit bichon. Alors moi je vous rejoins quand même sur le choix des actrices, cet enchaînement autour des deux personnages féminins les plus importants de la série, bien que, on va en parler plus tard, mais moi mon personnage préféré, c'est Rhaenys. Oui. Qui a été la reine éconduite qui n'a pas régné au départ et qui a un vrai rôle important tout au long de la série. Et la meilleure armure de la série. C'est comment The Queen That Never Was. C'est comme ça qu'il appelle la reine qui n'a jamais été. Qui n'a jamais été. Et donc en dehors de Rhaenys, donc les deux personnages principaux, donc Alicent et Rhaenyra, le changement d'interprète est ultra bien fait et la direction d'acteurs et d'actrices est ultra bien fait, on est d'accord. Par contre, j'ai beaucoup plus de choses à redire, peut-être au niveau de la génération qui suit, c'est-à-dire que s'il y a ce saut de 10 ans, c'est aussi parce que Alicent et Rhaenyra vont devenir maman et que les enfants qu'elles vont avoir, même s'ils sont élevés ensemble, vont à un moment se disputer et la guerre des dragons, la danse des dragons et tout ce qui va arriver en saison 2 et qui est le cœur de ce que raconte la série. Quand le roi Viserys va passer l'arme à gauche et que sa succession à lui va être le grand sujet, et donc du coup il fallait présenter les enfants, et on les a au début en tant qu'enfants, on les a après en tant que pré-ados, on les a ensuite en tant que ados, on les a à la fin en tant qu'adultes. Enfin il y a plusieurs étapes comme ça, et là je trouve que les choix d'acteurs qui ont été pris ou d'actrices est peut-être un petit peu plus discutable, et il n'y a peut-être pas cette même justesse dans la filiation physique et dans le jeu des uns et des autres. Après, c'est sûr qu'avec des enfants, c'est peut-être plus dur. Donc moi, j'ai un petit bémol à faire là-dessus, même si je pense que ces sauts dans le temps sont quand même hyper bien foutus aussi. Ouais, effectivement, moi j'avais une question à te poser là-dessus. Toi qui as un aperçu sur les bouquins, je pense que ce qui a choqué peut-être pas mal de personnes, c'est l'évolution des deux enfants de Alicent qui sont Aegon et Aemond. Aegon qui est du coup l'aîné et qui va être pressenti à devenir roi, et Aemond qui va embrasser une carrière de psychopathe, dans l'idée, je pense que c'est ce qui est annoncé comme tel. Et la transformation physique entre les acteurs, de mémoire, elle se fait en 3 temps. En tout cas pour Aegon c'est sûr, pour Aemond je suis plus sûr, mais en tout cas voilà, on les voit genre très jeunes, puis un peu moyen jeunes et ensuite quasiment adultes. Et la transformation d'Aemond, je pense que je suis pas le seul à n'avoir rien compris. C'est-à-dire qu'on passe d'un petit garçon effectivement un peu bouffi, un peu le nez retroussé, à un mec qui a une sorte de morphologie d'elfe noir de dark fantasy, voilà, des plus absurdes. Est-ce que c'est comme ça dans le bouquin ou vraiment c'est Il y a pas autant de descriptions. Pour le coup, le bouquin, on s'arrête à ils sont blonds platine et ils ont les yeux violets. Enfin, ça va pas énormément plus loin. De mémoire, il y a plein de façons de le dire, de façon vraiment très hyperbolique et des superlatifs. À chaque fois, ils trouvent des mots plus ou moins différents, mais oui, c'est pas aussi poussé que sur un bouquin entre guillemets classique, quoi. Par contre, il y a un descriptif de Aemond qui est fait. C'est le fait que comme il a un œil crevé à cause des disputes avec les enfants, donc les enfants de Rhaenyra, qui dans le livre, on sous-entend que peut-être c'est pas des enfants légitimes. Bon, mais là, la série, comme je disais au début, elle laisse pas l'ombre d'un doute. Ils sont bruns. Ça manque un peu de subtilité. Ils sont strong, ouais, ils sont forts. Mais évidemment, le jeu de mots qui attise les rixes au moment du repas. Mais le problème, c'est que, il y a cette description par contre qui est vraiment marquée, c'est que il a un œil crevé, Aemond, et il va mettre une pierre bleue à l'intérieur de l'œil, et ça on va le voir uniquement dans le dernier épisode, quand ils vont enlever son bandeau. Voilà, le bandeau, pourquoi il le remet derrière? Ça, c'est des choses que j'ai un peu plus de mal à comprendre. Ça fait un peu caricatural, ça sort un peu, je trouve, c'est le personnage qui fait sortir un peu la série, alors que justement, jusque-là, c'était
assez, je sais pas comment dire, il y avait ce côté un peu plus réaliste avec des gros guillemets, ou en tout cas c'est le côté un peu grand guignolesque qui dénote, je trouve, avec un petit peu le reste, quoi. Après, moi, ça m'a pas plus choqué que ça, j'avoue, l'évolution des gamins, etc. Parce que l'écriture scénaristique était logique dans la courbe de progression des enfants, en fait, eux-mêmes. Donc les changements d'acteurs ne m'ont pas choqué. Et c'est la même chose pour L'Œil Bleu, si tu veux, où c'est là où j'ai eu une espèce de suspension d'incrédulité automatique quand on parle de fantasy adaptée à un écran, parce qu'il y a énormément de choses qui passent très très bien dans une page de bouquin, mais pas du tout sur une série, notamment Un Œil Bleu avec un espèce d'univers dedans, tu vois. Donc c'est là où j'ai l'automatique, oui, c'est de la fantasy, ouais. Alors pour le coup, on a pas mal décrit tout ce qui se passait, les enjeux, on a posé un petit peu l'intrigue. Moi maintenant j'aimerais qu'on sorte du descriptif et qu'on se plonge un petit peu dans le ressenti. Je sais pas qui veut prendre la parole en premier, mais comment vous avez apprécié cette série dans son déroulement au fur et à mesure? Qu'est-ce qui vous a plu, pas plu, Flag? En fait, moi j'avais vraiment le côté au début où je l'ai suivi parce qu'il fallait la suivre et que je trouvais pas forcément un peu ce que tu disais au départ, c'est-à-dire qu'il me manquait peut-être ce côté un peu grandiloquent qu'avait Game of Thrones, mais après je me suis rappelé, mais en fait de base Game of Thrones c'était des intrigues un peu contenues, du soap dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y avait pas forcément d'action, en fait c'était les premières batailles qu'on nous racontait, elles étaient racontées justement, ou alors il y avait juste un champ de bataille aux trois quarts vide et on avait les résultats comme ça par des dialogues, et là on retrouve un petit peu ça dans le sens où c'est vraiment des intrigues de pouvoir, et le fait d'avoir vraiment des sauts dans le temps successifs et des changements d'acteurs et d'autres qui vieillissent. Pour le coup, on a autant Matt Smith, celui qui s'en sort le mieux entre guillemets sur le vieillissement, autant le destin de Viserys et son évolution à travers la série, c'est waouh. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment le grand rôle de Paddy Considine, c'est-à-dire qu'il arrive à jouer tout ça à chaque fois de manière assez folle, et pour le coup ce passage du temps là, ce ressenti, et en fait la façon dont on nous le montre et dont on nous le raconte à l'écran, c'est ça qui fait pour moi le point fort de la série. C'est-à-dire on a des scènes où vraiment en fait on les voit petit à petit, ces personnages prendre de l'importance dans le cadre, puis on leur parle, puis on leur explique les choses et on leur fait comprendre que bientôt ça va être à eux de prendre le relais de ces personnages principaux, de Rhaenyra, de Otto, de Viserys. On va leur dire vraiment il y a une question de l'idée de la transmission qui infuse dans toute la série, de la succession évidemment. Et c'est ça qui réussit là, moi, où je trouve que Game of Thrones a échoué sur les dernières saisons, encore une fois, parce que c'était écrit un peu à la va-vite, où on nous fait croire qu'il y a une espèce de début de suspense sur qui va récupérer le trône de fer, etc., alors qu'on sait très bien. Là, on a beau être sur une préquelle, donc techniquement, on pourrait avoir toutes les réponses. Mais au final, on reste dans cette famille, ces lignées qui se déchirent à travers le temps, à travers les âges. Et ça, on le ressent et on le voit avec la réal. Alors justement, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que un épisode sur deux quasiment de manière mathématique, on va avoir les deux camps, donc celui d'Alicent et celui de Rhaenyra, qui vont être décrits de manière tiens, c'est eux les gentils, et les autres c'est les méchants parce qu'ils font vraiment des trucs abominables, et puis la fois d'après ça va être ah ben non, parce qu'en fait il y avait des raisons et que finalement c'est pas aussi clair que ça, parce que eux aussi t'as vu, ils sont aussi abominables, et que en fait les autres quand même ils ont des raisons d'agir comme ça. Et je trouve que ça c'est assez intéressant sur les 5 premiers épisodes, qui sont néanmoins ceux qui sont ceux qui plantent le décor, peut-être les moins intéressants, mais ceux qui posent les enjeux, et notamment de la relation entre Rhaenyra et Alicent, qui va être au cœur des intrigues. C'est-à-dire qu'on parle après de l'histoire avec les gamins. Au départ, les gamins, il y a des clans dans les gamins, mais ils ne sont pas forcément entre les frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il y a les grands qui sont un peu contre les petits, ou alors ils ont leur tête de turc au milieu. Et c'est qu'en grandissant, quand les dissensions familiales des aînés vont commencer à émerger, on voit, il y a une scène marquante où on voit Alicent qui dit à son fils: non mais attends, t'as pas compris comment ça se passe en fait. C'est-à-dire que si toi tu mets pas un peu, si tu comprends pas comment l'histoire se raconte, tu vas te faire avoir. Et du coup ça va créer les dissensions, et après elles vont être exacerbées au fur et à mesure que ces gamins vont grandir.
Mais après, je pense que c'est là une des forces de la série. Mais c'est là où j'ai envie de te lancer, toi, Théo, parce que je sais que, enfin, j'ai ouï dire du moins que toi, ça t'avait plus choqué qu'autre chose. Je suis assez curieux d'avoir ton avis parce que dans les faits, je pense que je vais être un contraste. Tu vois. Attends, commence déjà par préciser ta pensée et voilà. Alors, ok, bah, au pire, on va faire l'inverse. Si tu veux, moi, ce que j'ai kiffé dans House of the Dragon, pour être honnête, c'est d'être en face de gens dégueulasses. J'ai aimé le fait d'avoir une série où, quoi qu'il arrive, c'est du tirage de cheveux fois 1000, tu vois, c'est des tontons qui se tapent des nièces, c'est dégueulasse, tu vois, mais justement, c'est ce que j'ai aimé, c'est que c'est dégueulasse, tu vois. Il y a ce côté... on avait cette image des Targaryens un peu historique, tu vois, quelque part légendaire, tu vois, et de voir que le réel est sale, tu vois, ça fait du bien, je trouve, tu vois, particulièrement. Alors après, c'est peut-être parce que j'ai trop enchaîné les séries Marvel, tu vois, un petit peu trop brillantes, un petit peu trop lisses, tu vois, de voir des persos comme ça, c'est ce qui m'a fait kiffer en fait sur House of the Dragon. Mais je sais que ça en a choqué plus d'un. Alors, il y a justement quelque chose qu'on peut expliquer, c'est que ça peut être intéressant de voir des salopards dans une œuvre de fiction sans pour autant être en phase avec ce qu'ils font. Mais pour montrer des méchants, on a besoin de voir des méchants. Et donc du coup, ça ouvre un débat qui est celui qui a eu beaucoup relayé, notamment dans les médias, autour de les relations, alors certes consenties, mais un petit peu quand même forcées dans la prise mentale que ça peut... dégueulasse. Oui, non, mais dégueulasse. De Daemon, son ascendant sur Rhaenyra, mais au final après on a Rhaenyra qui joue avec ça aussi. Enfin, c'est encore plus, c'est très compliqué, mais il y a quand même GOT a été, Game of Thrones à l'époque a été énormément décrié pour son côté très masculiniste et sa façon de traiter les personnages féminins. Là, j'ai l'impression qu'on part de ça, mais pour mieux le renverser au fur et à mesure de la série. Et pour avoir quand même des personnages féminins qui prennent le lead et qui prennent leur destin en main, ce qu'on n'avait pas avant, même si ça passe au début par des scènes et des actions assez choquantes. Oui, complètement. Après, moi je suis complètement d'accord pour dire que les personnages sont ultra bien travaillés là-dessus et notamment sur le fait de pouvoir te faire ressentir de l'empathie pour la plupart des personnages. Même si un ou deux épisodes avant, on t'a montré quelque chose d'horrible de la part de ce personnage. Je veux dire, voilà, que ce soit des personnages comme Rhaenys, comme Daemon, il y a effectivement le fait de vouloir que le spectateur choisisse un petit peu entre Alicent et Rhaenyra, entre Alicent et Rhaenyra, ça c'est un truc qui est un petit peu amené tout du long de la série, parce que de toute façon le fait de faire un choix pour l'une ou pour l'autre fait que du coup tu prends parti pour les enfants de l'une ou de l'autre, et donc est-ce que tu vas à l'encontre des choix de Viserys ou finalement de l'héritage Targaryen tel qu'il est dit dès l'introduction. Donc il y a vraiment ce côté de vouloir te dire oui mais en fait ça peut être ça, oui mais en fait ça peut être ça, et en fait j'ai aucun souci sur le fait de dire ça c'est une chose qui est très très bien menée. Moi mais effectivement, est-ce que des fois des accès de violence ou de gore vont vraiment justifier ce propos? Pour moi, des personnages qui sont ultra bien écrits et que j'ai trouvé détestables jusqu'au bout, Sir Criston Cole, qui pour moi est vraiment le personnage le plus abominable en fait de la série, hein, qui pourtant est clairement pas limite le mec qui a fait les choses les pires qui soient, hein, voilà, je veux dire. Qui est présenté au départ comme un petit peu l'amoureux romantique. C'est le Lancelot, hein, voilà. C'est le Lancelot, et au final se révèle être l'un des plus toxiques ever. Exactement. Surtout qu'il est là de base parce qu'elle le choisit, parce que c'est le seul qui a une vraie expérience du combat, mais malgré tout il a ce côté un petit peu angélique, beau gosse, l'air de rien, et lui aussi se fait un peu corrompre par tous ces jeux de pouvoir, et après avoir juré fidélité à l'une qui le trahit, va prendre fait et cause complètement pour l'autre et devient son bras armé le plus débectable en fait, quoi. Là, c'est là que tu vois que c'est un personnage ultra toxique depuis le début, en fait, qu'il a juste pas su digérer une simple histoire, et que depuis c'est devenu, c'est terrible, mais ce qu'il essaie de se faire à lui-même au pied de l'arbre, t'es tellement déçu qu'il se rate à ce moment-là, tu te dis, qu'il le fasse pas finalement, tu te dis bon, je sais pas pour ce genre de choses, mais pour le coup là oui, j'aurais bien aimé un petit peu de gore gratos. Mais on a besoin de ces persos-là dans cette intrigue-là, dans ce contexte-là, en fait. C'est aussi ça le côté
évidemment incestueux de tout ce qu'on nous a pareil un petit peu set-up depuis le début dans Game of Thrones, parce qu'on savait aussi que la lignée des Targaryens c'était plus ou moins délité à cause de ça, à cause de ces mélanges absolument pas remis en question entre cousins, neveux, nièces et ça, encore une fois, il n'y a aucun personnage qui ne remet ça en cause et trouve ça problématique. Alors je parle même pas de Daemon Rhaenyra, je parle du fait que les enfants sont mariés à leur cousine plus ou moins premier, deuxième degré ou à leur sœur directe et ça ne choque personne. Donc pour moi, c'est là où la série répond à sa propre problématique. Dans le cadre de la fiction, c'est absolument pas débattu. Évidemment que pour nous, ça paraît complètement fou. On est là, on se regarde avec des grands yeux, genre il y a quelqu'un qui va lever le doigt, dire un truc. Non, ok, bon bah c'est l'univers dans lequel je suis. Et pour ces situations-là, ça fait vraiment, on a l'impression, c'est même pas tant un autre temps, c'est découvrir un autre univers qui ne fonctionne pas sur les mêmes lois morales que le nôtre, et c'est ça qui déboussole autant, je pense, et c'est ça qui aussi, comme exactement ce que tu disais, quoi, qui a ce côté crasseux qu'on avait peut-être envie de retrouver d'une façon ou d'une autre. Ça paraît dégueu dit comme ça, mais il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. La première, c'est sur Criston Cole, qui au final moi c'est un des personnages que je suis d'accord avec tout ce que vous avez pu dire, mais en même temps c'est un des plus gros écueils d'écriture, c'est-à-dire qu'il accomplit des choses qui sont dans le cadre des règles établies de l'univers, ne sont pas admissibles, et normalement la moitié de ce qu'il fait, il aurait dû être condamné, sorti de la garde blanche, etc. Et dans le livre il n'y a pas tout ça. Quand il tue le mec à main nue dans le hall, il n'y a aucune conséquence derrière, ça c'est vraiment un gros écueil d'écriture. Voilà, ça c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est qu'il y a quand même une petite chose que je voudrais mettre dans le débat. C'est notamment que on voit Rhaenyra par exemple épouser au bout d'un moment, après moultes épisodes, quand les sauts dans le temps les principaux sont passés, elle épouse au final dans le rite valyrien, donc ancestral, traditionnel, presque païen, elle épouse son oncle, donc le fameux Daemon. Et de l'autre côté, on a Alicent qui enlève tous les artefacts symboliques targaryennes et qui se pare de la droiture, de la religion, de la chasteté, etc., pour mieux avoir ses propres déviances ou s'en servir de manière politique. Mais du coup, c'est un petit peu un spoiler pour la suite, mais le fait que justement l'une soit dans la tradition incestueuse païenne et que l'autre ait malgré tout épousé la foi régnante actuelle de l'univers établi, va être un argument politique pour attaquer le camp adverse. Et ça va être un des trucs qui va être traité et qu'on avait déjà vu dans Game of Thrones à travers notamment la foi combattante, le High Sparrow, et ça c'est un truc qui est un écho de ce qui se passe, ce qui va arriver dans les saisons futures. Donc ça va être un petit peu abordé quand même si là en l'occurrence ça reste encore dans les prémices, et c'est un peu tout ce qui est cette saison 1, c'est les prémices de ce qui va arriver dans la Danse des Dragons. Mais je trouve qu'il y a une énorme différence de traitement, par contre, pour avoir revu Game of Thrones très récemment, parce que du coup, suite à House of the Dragon, j'ai un petit peu tout bouffé pour ce podcast aussi, c'est que, je citerai en exemple Alicent, justement, avec ce personnage qui est un peu le maître des murmures, etc., là, qui a l'air d'avoir un fétiche des Lionel, pieds. Ouais, voilà, tu vois, qui a l'air d'avoir un fétiche des pieds absolu, très clairement. Il s'appelle, je coupe, Larys Strong. Ou Larys Fort en français. Voilà. Alors, le truc, ce que je voulais mettre en exergue par rapport à ça, c'est que là où, dans Game of Thrones, même quand tu as une Daenerys ou un truc comme ça, un personnage qui est montré, un personnage féminin fort, il y a beaucoup de ces événements, en fait, de force qui sont quelque part subis, je trouve, beaucoup plus dans la manière dont ils mettent l'intrigue en place, alors que je trouve que dans House of the Dragon, et particulièrement dans le personnage d'Alicent, il y a ce côté, je sais que le monde est fucked up, mais je peux le manipuler de telle manière à avoir ce que je veux au bout, et j'ai
ça m'a donné cette sensation. Je suis pas forcément le meilleur mec pour en parler, évidemment, tu vois, mais ça m'a donné cette sensation que les femmes étaient beaucoup plus en contrôle et en pouvoir dans la manière dont la série le met en avant que Game of Thrones, où j'avoue que après une seconde relecture, je me suis quand même dit, waouh, ils mettent beaucoup de boobs, et gratos de ouf, alors que ici, j'ai senti beaucoup plus de pouvoir donné au féminin. Et c'est aussi, ça se voit aussi dans le personnage de Rhaenys, quoi. Pourquoi t'en avais parlé et pourquoi est-ce qu'on l'adore aussi, c'est parce que elle reprend entre guillemets son pouvoir à la fin où elle voit une situation qu'elle ne tolère pas et elle décide d'agir, clairement. Elle le fait de la manière la plus imprévisible et la plus folle, je trouve, de la série qui soit, quoi. Incroyable, en plus avec l'armure, tu disais, cette entrée en scène est complètement folle et elle a le pouvoir de vraiment, là pour le coup, d'éliminer tout le monde, finir la série, de faire une Cersei en faisant exploser le truc, quoi. Sachant qu'effectivement à ce moment-là elle a aucun pouvoir légitime, dans le sens où il y a simplement elle est reine, son mari qui est roi du coup de l'autre royaume, il est à l'agonie, il vient de revenir des guerres, on sait pas s'il va survivre ou pas, la nana n'a aucun pouvoir à ce moment-là en plus, quoi. Et pourtant elle décide d'être effectivement. Elle pourrait juste faire étalage de sa violence légitime entre guillemets parce qu'elle est sur un dragon à ce moment-là et que les autres n'en ont pas. Elle pourrait dire ouais, fuck it, c'est moi qui fais un énorme coup d'état. Et non, elle choisit de ne pas le faire parce qu'elle est suffisamment intelligente pour se rendre compte que ce n'est pas ma bataille à mener, j'ai mené la mienne, je l'ai perdue il y a des années. Et c'est là où tu fais waouh, comme tu dis, exactement ce que tu soulignes, c'est un personnage féminin à qui on donne un réel pouvoir et qui choisit de ne pas l'utiliser, et je trouve ça encore plus puissant et symboliquement et de la façon dont on nous le montre, quoi. J'irais même plus loin, c'est que là où Game of Thrones nous a souvent montré des femmes qui ont le pouvoir de la violence avant toute chose, que ce soit Daenerys ou la blonde Cersei, merci beaucoup. Là, on nous montre des femmes qui ont non seulement le pouvoir de la violence, mais qui ne l'utilisent pas dans le cas de Rhaenys, mais surtout qui ont la conscience et l'art de manipuler le pouvoir politique, qui est pour moi la source des meilleures intrigues d'un Game of Thrones comme d'un House of the Dragon. Et là, je trouve qu'on leur donne vraiment un pouvoir absolu. Là où, excuse-moi Menro, sur Game of Thrones, ce personnage-là qui devait avoir un pouvoir un petit peu plus politique, c'était pas Arya, mais Sansa Stark. Sauf que Sansa Stark, du coup, a subi le 6, 7, 8 au moment où elle devait avoir ce meilleur pouvoir, et c'est très mal écrit. Du coup, on reste avec finalement le pouvoir de la violence uniquement pour les femmes, et le pouvoir politique est généralement plus un conseil d'homme donné à Daenerys dans Game of Thrones. Là, on a vraiment ce côté, oui, les femmes aussi sont dans l'intrigue et le font superbement bien. En fait, Rhaenys, c'est surtout que elle voit dans Rhaenyra, donc qui est sa nièce, un petit peu l'écho de ce qu'elle a été, mais quelques dizaines d'années plus tard. Et donc, même quand elle est en discussion avec le camp adverse, elle reproche par exemple à Alicent d'être, encore une fois, le faire-valoir pour donner le pouvoir à un homme, plutôt que « mais tu veux pas le prendre toi ?» Et là, elle aurait peut-être suivi en fait Alicent à ce moment-là. Et c'est cet état de fait-là qui fait qu'elle ne se soumet pas à Alicent et qu'elle marque en s'échappant à d'autres dragons sa différence, et le fait qu'elle a laissé sa chance quand même à une nouvelle génération de prouver une différence. Et au final, elle va suivre Rhaenyra, parce que c'est ça qui va se passer. Non seulement elle l'alerte, mais en plus, au bout de l'épisode final, elle va accepter de la suivre, parce que justement Rhaenyra n'attend personne, montre à son mari Daemon qu'elle compte, dans un épisode qui est un écho de l'accouchement du premier, où là pour le coup c'est elle-même qui subit au pire moment sa condition féminine, en ayant un autre accouchement, mais en refusant l'aide, en étant en maîtrise, en temps de l'être. Et je trouve qu'il y a quelque chose comme ça qui se répond au début, où à un moment on a un homme qui choisit pour une femme, à la fin on a une femme qui choisit pour elle-même, qui veut garder le pouvoir, qui veut pas perdre toutes ses capacités et son autorité et sa légitimité, et c'est ça que Rhaenys va appuyer aussi, je pense. Par contre,
les 50 grouillots qui sont morts au milieu quand le dragon jaillit, que c'est super sympa. Bon, ça on s'en fout un peu. Voilà, parce qu'un peu de légèreté. Pertes et profits. Voilà. Bon, la plèbe, quoi. Mais dans l'absolu, évidemment, je suis complètement d'accord. Et surtout, je trouve qu'il y a un contraste justement avec les hommes, notamment le personnage de Matt Smith, où dans le dernier, j'arrive plus à me souvenir de son nom, je suis désolé. Damon, merci. Dans le dernier épisode, tu le vois face au pouvoir politique que prend Rhaenyra. Sa seule réponse finalement est la violence, et ça le rend d'autant plus genre bête en fait, et tu te rends compte du manque de vision qu'il a par rapport à sa meuf. T'es là genre non, t'as rien compris. Et ça fait écho au début où il fait mais je suis là depuis longtemps et tu m'as jamais nommé main. Ouais mec. On se demande bien pourquoi. Ouais. C'est ces paradoxes qui sont intéressants, parce qu'à côté de ça, il y a une scène sublime qui est sans doute le meilleur épisode. C'est le chant du cygne de Viserys. Moi, c'est mon épisode préféré, en tout cas en termes de. À part la scène d'intro, la scène de fin. Le design du masque qu'il possède. Exactement. On aime les masques, hein. Ouais. En vrai, surtout, la performance de l'acteur, hein, parce qu'on ne l'a pas assez souligné, mais Viserys, il est incroyable, quoi, alors, du début à la fin. On va revenir sur cet épisode si vous le voulez bien, mais juste pour marquer ça, il y a cette scène où donc Viserys traverse toute la salle du conseil, la salle du trône, etc. Et à un moment, il est tellement courbé qu'il fait tomber sa couronne, et où Daemon va aller la relever. Alors ça, c'est apparemment quelque chose que Matt Smith a proposé lui-même, et qui est un peu une improvisation qu'ils ont retourné derrière, mais qui appuie un truc, c'est que on s'est vraiment planté aussi sur Daemon. Il a jamais voulu le pouvoir. Je pense vraiment qu'il a jamais voulu le pouvoir. Il a tout le temps voulu que son frère, donc Viserys, qui est le roi, prenne vraiment possession de l'autorité royale. Et lui voulait que ce soit direct et bourre-pif, alors que Viserys était, on le qualifie de faible, mais je pense que c'est plus subtil que ça. C'est pas parce que tu refuses le combat, que tu refuses la violence, que tu es faible. Et ça, c'est un truc qui est hyper intéressant sur le personnage de Viserys. Et voilà, et je vous propose qu'on parle un peu de cet épisode 8 et de sa construction, parce que, comme je disais, moi, j'aime pas du tout la scène d'intro. C'est le moment où, justement, Daemon va aller se télétransporter en mode Anakin avec une cape et tuer sa femme parce qu'elle chute de cheval, qui la pousse et qui lui fait peur. Et la scène de fin, c'est ce fameux banquet, etc. Et je me souviens plus du détail, mais je sais que sur la fin, j'étais pas hyper en phase avec. Non, c'est pas celui-là, c'est celui d'avant. Mais peu importe. Il y a surtout donc ce chant du cygne de Viserys, c'est ça qui est le plus important. Et tu parlais de l'acteur. Même George Martin a dit que le Viserys de la série était meilleur que le Viserys du bouquin. Et alors, je pense qu'on est assez tous d'accord là-dessus. En fait, dans toute cette scène-là, je trouve que c'est ce qui trouve le summum de la façon dont la série est écrite et tournée. C'est-à-dire qu'on prend vraiment le temps de rester sur cette scène-là, d'avoir un dialogue qui est lancinant. Il y a zéro musique, comme il y en a très très peu finalement dans toute la série. On est sur quelque chose qui est très sombre, voire crépusculaire. La direction de la photo, c'est un autre problème, mais il y a vraiment ce côté pesant. On voit, on comprend la signification de tout ça, et il nous lâche vraiment des mots. Tout ça prend un temps presque infini, quoi, et c'est ça qui pour moi, ça cristallise justement ce que réussit la série, à savoir donner suffisamment d'ampleur à certains de ces moments pour nous dire là regarde bien parce qu'il va se passer un truc, sans nous le surligner à fond, mais juste avec presque envie de dire la douceur, en tout cas en sachant faire en sachant faire confiance aussi à son spectateur, quoi. Pour le coup, sans violence excessive, mais c'est vrai qu'il y a l'épisode est construit autour de plusieurs scènes. Tout d'un coup, il y a donc le roi est malade depuis l'épisode 1, on le sait, hein. En gros, il s'est blessé sur le trône de fer, il a une septicémie avancée, ça va dégénérer. Il y a aussi en termes de symbolique. Voilà, il y a le rat qui régulièrement est là pour symboliser un petit peu cette déchéance à venir. Constate l'envergure de ce rongeur. et du coup, on a Matata du rat. Et on a du coup cette scène de lui mourant quasiment, qui est sur son lit agonisant, et sa fille qui arrive et qui essaie dans un dernier élan de
l'exhorter à réagir, à faire quelque chose. Et lui, il est à moitié drogué aussi par la main du roi. Otto Hightower, on n'en a pas parlé, parce qu'on a parlé de Larys Strong, Larys Fort. Mais attention, Otto Hightower, c'est un gros joueur du Game of Thrones. Et donc il y a cette scène-là. Derrière, il y a la prise de conscience et cette traversée symbolique de toute la salle du trône en mode « je suis encore le roi ». Et il retrouve de la contenance là, à ce moment-là. Et pour mieux donner un lien fort avec Daemon, qui va se finir dans une décapitation. Et surtout redonner sa légitimité à Rhaenyra qui commençait à la perdre à cause des jeux politiques. Et du coup, derrière, il y a la scène du repas. Et la scène du repas où il va enlever ce masque et on va voir qu'il a perdu un œil, il est vraiment cadavérique, il est dans un état très très avancé. Et ce sera son dernier moment où il va exhorter sa famille à se réunir. Et je pense qu'à ce moment-là, Alicent et Rhaenyra sont honnêtes et ont vraiment une envie de réconciliation. Et c'est évidemment les enfants qui vont faire dégénérer dès que le roi aura été trop fatigué, aura été amené à quitter le repas. Et ça amène derrière un dernier élan de combat, qui est pas mal de choses qui vont être posées, qui auront des échos dans les saisons à venir, notamment dans les oppositions. Et derrière, ce moment de la mort du roi, qui lance totalement la guerre de succession. Et donc il y a 2 épisodes après qui sont autour du camp des Noirs et du camp des Verts, quasiment en unité de temps et de lieu. Alors que justement, il y a une sorte de diptyque à la fin. C'est là où je me dis, je suis curieux d'avoir ton avis Théo en termes de construction de récit. J'ai un peu l'impression sur House of the Dragon, pour ne pas avoir lu les bouquins, que Viserys est quelque part le visage le plus humain du récit et que c'est au moment de sa mort qu'on va avoir quelque part, j'ai envie de dire, le vrai Game of Thrones, le moment où tout est sale, quoi, fondamentalement. Et cette idée justement sur cette première saison de vraiment tout suivre quelque part, pas du point de vue de Viserys, mais des machinations ou peut-être de l'envie politique de Viserys, de pacifisme en fait, de construire tout ça autour de ce côté on pourrait être paisible et puis finalement il est mort et ça y est, ça barre en sucette. Je crois que c'est peut-être la plus grande force finalement scénaristique de cette première saison. Oui, tout à fait. Effectivement, en plus, moi je trouve que Viserys, il y a un truc dont on n'a pas forcément parlé et que j'avais noté au tout début du premier épisode, mais je trouvais qu'il n'avait pas encore ce potentiel pacifique et raisonné, et que ça résulte plus en fait du traumatisme de la perte de sa femme et de son enfant en même temps qui vont arriver à ça. Et je pense que il montre un petit peu justement au tout début de la série où vraiment il apparaît plus comme un chef de guerre. Il y a vraiment cette réunion avec la main du roi et d'autres personnes où il parle du, je sais plus, les nourrisseurs de crabes, ou je sais plus comment ils s'appellent. La guerre dans le détroit, ouais, voilà, dans les Septstones ou ouais, c'est ça, exactement. Donc, et effectivement, il a vraiment plus ce côté. Pour aller dans ton sens, simplement, j'ai l'impression que c'est le dernier moment où il jouait la politique. C'est ça, exactement. Et en fait, j'ai l'impression qu'à partir de cette fin d'épisode, il commence une sorte de course à la montre vers un changement complet de ligne directrice en fait. C'est là d'ailleurs qu'il va commencer à plus travailler les relations qu'il avait avec son frère. Je pense que c'est aussi ça qui est montré vis-à-vis de ça. Et en vrai, moi c'est vraiment ça fait partie des choses que j'ai bien aimé dans la série. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est vraiment cet étalage de violence parfois injustifié. On parlait tout à l'heure de Sir Criston Cole et de la scène du mariage. Voilà. Pourquoi la scène de la décapitation. Qui n'est pas dans le livre d'ailleurs, hein, la scène du mariage comme ça. Voilà. Pareil pour le frère de. Velaryon, enfin le junior, hein, c'est celui qui se fait décapiter par Daemon. Bastards. Voilà, bon, le frère de Corlys. Voilà. Ouais, voilà. Eh ben je sais pas, tu lui fais un pédigré, tu lui fais un 619, tu lui coupes pas la tête devant. Enfin tu vois, il y a tellement de choses comme ça où juste je me dis c'est gratos. Alors qu'effectivement depuis tout à l'heure on est en train de dire que le personnage qu'on aime le plus c'est finalement le personnage qui ne cède pas à la violence. C'est Rhaenys, c'est le personnage le plus pacifique. Et moi c'est tout ce que je demande à la série, c'est dire vous n'êtes pas obligé d'essayer de marcher de manière un peu pittoresque sur les traces de Game of Thrones qui s'est illustré par des actes de violence assez importants. Voilà, la scène d'Oberyn et compagnie. Enfin, ces trucs qui sont restés.
vous avez genre tout à offrir avec assez de réflexion sans avoir en fait à montrer ce genre de choses. Mais je pense que c'est aussi le propos de la série, comme tu l'as un peu résumé. Enfin, il y a pour le coup vraiment ce qui se cristallise à la fin entre Alicent et Rhaenyra. Il y a vraiment le côté de l'obsolescence programmée targaryenne, on va dire, parce qu'on sait que ça va vers une déchéance, et une partie de modernité qui est incarnée par les pacifistes pour le coup, Viserys, Rhaenys, Alicent, pacifiste, c'est bien grand mot, mais en tout cas... Au départ, elle est manipulée par son père et après, elle prend tout à fait part au jeu. En tout cas, pas un recours à la violence physique notable. Là où, effectivement, Criston Cole, même s'il est dans son camp, et Daemon sont vraiment des reliques de ce temps de la Valyrie et de ce que aimerait encore être une partie de la famille Targaryen. Et c'est ça, en fait. Et ils sont pas... Justement, on est fait pour trouver ça. C'est fait pour qu'on trouve ça abject, justement, leur acte vraiment qui sont faits en toute impunité devant les représentants nobles, les plus, pour le coup, qui viennent là en l'occurrence de tout le continent. Donc vraiment, il y a le côté, en tout cas pour eux, la façon de réaffirmer l'emprise targaryenne devant tout le monde. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire ? Et l'impunité de la famille royale. Oui. C'est exactement ça. La famille royale régnante, historique, depuis plusieurs générations. Alors moi, il y a un autre truc sur lequel je suis pas hyper hypé. Il y a un truc qui m'a un peu déçu. C'est que, comme je le disais au début, le livre, des fois, donne libre cours à l'interprétation devant certaines scènes. Par exemple, l'assassinat de Harley Strong par son frère Larys. Enfin, c'est la dynastie des forts. Donc Harley Strong, pour resituer, c'est l'amant de Rhaenyra et donc le père de ses 2 enfants. Exactement. Alors justement, là, ça nous est démontré, c'est une évidence pour tout le monde, c'est joué avec la couleur des cheveux notamment, etc. Dans le livre, c'est beaucoup plus subtil, c'est qu'on n'est pas sûr jusqu'au bout, même si tout le monde le dit, que c'est vrai ou pas. Et c'est le point que je voulais aborder, c'est que pour moi, je trouve que la série manque parfois de subtilité parce qu'elle te montre tout. Il n'y a rien, à l'époque où Varys ou Littlefinger faisaient leur plan, on comprenait au bout de 3-4 saisons ou d'une saison entière de détails quel était, comme quoi ils avaient lancé leur jeu et qu'au bout d'un moment, ça a explosé et ça, la personne qui regardait la série voyait toutes les manigances. Là, j'ai l'impression qu'on voit à travers tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est laissé à la subtilité, à l'interprétation et qu'on n'est que dans du direct. C'est là où justement je trouve que la série a le meilleur démarrage d'une première saison en vérité dans ce genre d'univers, parce que on est en train d'abandonner justement le pacifisme de Viserys, ce qui veut dire que à la saison 2, c'est là où on aura les machinations et qu'on est au début de ces machinations qui vont être construites après dans Game of Thrones au point de prendre des strates absolues. Là, pour moi, c'est ça, c'est justement qu'on est au début du jeu du trône, justement. Ce moment où les gens n'ont pas l'habitude de jouer encore, sont en train de former ces alliances, et tu as cette progression vers le plus en plus dégueulasse, pour moi. C'est ce que j'aime dans cette première saison. Et des personnages comme Littlefinger ou des trucs comme ça, on les voit se créer, leur homologue, enfin pas leur homologue, mais les équivalents, on va dire, mais ils ne sont pas encore en état de pouvoir parce que le jeu du pouvoir n'est pas encore établi. À mes yeux, c'est ça. Le souci, c'est que, pour le coup, ayant lu les bouquins, il y a ça, et moi j'ai une vision qui est un peu tronquée, enfin au contraire qui est un peu enrichie, je sais pas sous quel prisme il faut le regarder. Les deux. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que à partir du moment où la danse des dragons commence, et c'est l'épisode 10, donc le premier sang a été pas consommé, mais par le Drake. A été répandu. La suite, ce n'est qu'une succession de batailles. Ce n'est que la bataille de machin où il y a truc qui gagne, la bataille de bidule où il y avait machin et truc, et il y a machin qui gagne. Et je sais pas comment ils vont rajouter des intrigues politiques là-dedans, parce que vraiment, la suite du bouquin, ce n'est que des batailles. Alors, certes, le bouquin,
Effectivement. Maintenant, un truc que j'ai lu, pour ne pas avoir lu les bouquins, un truc que j'ai lu sur une réponse des réalisateurs à ça, que je trouve tout à fait pertinent, c'est le fait que les bouquins, et là je me tourne vers vous, étaient plus dans cette idée effectivement d'un conte d'un maître, et que à ce moment-là, ça veut aussi dire qu'il y a un biais de celui qui raconte, et l'idée des réalisateurs était de dire, alors il y a effectivement ce récit par les maîtres qui a été fait un petit peu à la mandoline, et nous on essaye de se dire, alors ça c'est la réalité, peut-être qu'elle a été après enjolivée dans les bouquins, mais la réalité qu'on montre c'est ça. C'était le cas aussi de la mort de la femme de Daemon, qui n'était pas montrée, si j'ai bien compris, dans les bouquins, qui là est montrée d'une manière assez rude, et c'est là où justement j'apprécie en fait cet angle, cette idée de dire il y a le bouquin qui montre quelque chose, nous on veut quelque part essayer de trouver la réalité là-dedans. Ce que j'apprécie particulièrement dans ça, c'est que justement ça ne vient pas essayer d'adapter totalement les bouquins, donc essayer d'avoir une vision originale, et du même temps on peut voir le bouquin comme un espèce de, ou la série comme un espèce de complément en fait. Je trouve qu'il y a une synergie entre les deux que je trouve vraiment pas bête sur ce projet. Moi j'aurais quand même préféré des fois qu'on nous laisse un petit peu dans le doute, pour mieux nous surprendre sur le choix à terme. La saison 2. Et des fois, ça peut passer juste par un dialogue. Il n'y a pas besoin de montrer forcément les choses. Par contre, nous, on a donné notre avis, pas mal. Mais la presse l'a fait aussi beaucoup. Et notamment, a beaucoup comparé la grande bataille des préquels entre Ring of Power et House of the Dragon. Est-ce que vous pensez que c'était un débat qui méritait Est-ce qu'il y a un comparo à faire entre les deux Théo, ça reste la fameuse philosophie du The Winner Take It All, quoi. C'est que voilà, si tu as deux choses côte à côte qui vont sortir en même temps, on va forcément vouloir trouver un gagnant et un perdant dans l'histoire, alors que voilà, il y a plein de bonnes choses à dire dans les deux séries, il y a plein de mauvaises choses à dire dans les deux séries, et les comparer ne sert absolument à rien en fait, littéralement. Il y a eu, c'était inévitable dans le sens où je pense qu'on a assez peu d'équivalents dans l'histoire de la pop culture de séries qui prennent en plus ce temps long de se raconter sur à chaque fois plusieurs semaines et qui sont terminées, je crois, la même semaine, et qui prennent à peu près. Il me semble, non House of the Dragon avait fait ce pari de commencer un tout petit peu avant et de finir un tout petit peu après. Ah oui, parce qu'il y a, bien englobé, plus d'épisodes, voilà. Mais globalement, ils se sont chevauchés quand même pas mal. Et effectivement, d'avoir ce genre devenu mainstream par la force des choses de la fantasy qui s'impose là à autant de gens, en prenant qui plus est la suite de Game of Thrones, qui était le phénomène pop culturel le plus absolu de il y a 3 ans. Donc quelque part c'était inévitable. Après, comme tout traitement médiatique, il faut savoir aussi s'en dissocier. On a quand même, je pense, ici assez vite compris que les deux séries n'avaient pas grand chose à voir, ni dans le budget, les intentions, la production, j'ai pas envie de dire qu'elles peuvent pas être plus opposées, mais à part leur genre de base qui est la fantasy, je vois pas tellement de façon de les relier, sachant qu'en plus de base, Game of Thrones avait été écrit comme une espèce de réponse à Tolkien, qui est de façon très schématique la lutte du bien contre le mal. Lui, Martin, il a voulu s'immiscer dans ce qu'il y avait entre les deux et d'essayer de faire ce que Tolkien ne faisait pas. Je schématise vraiment au maximum pour que vous compreniez. Donc déjà de base, on est sur deux projets qui sont complètement antagonistes. Après, effectivement, média bimédia, il fallait forcément qu'il y ait cet affrontement-là, d'autant que au moment où les Rings of Power commençaient à se déliter et les gens se rendaient compte un petit peu de la supercherie à laquelle ils étaient en train d'assister, allez écouter notre épisode pilote de 2h40, les Game of Thrones, House of the Dragon faisaient un petit peu l'inverse, en tout cas sur un départ un petit peu timide, ou en tout cas qui n'a pas forcément transcendé les foules, même si vous avez sûrement vu cette vidéo TikTok de ce immeuble new-yorkais qui s'allume exactement de la même manière parce que tout le monde est en train de regarder la même chose en même temps. J'ai l'impression que la série a fini par prendre vraiment au fur et à mesure, et les gens se sont dit ah ouais, non, en fait vraiment c'est vachement bien, il faut regarder. Après, je pense qu'il y a un angle relativement légitime sur lequel on peut éventuellement fermer les yeux de nous. C'est que même si on arrive à voir les subtilités dans l'heroic fantasy, ça ne va pas forcément être le cas du grand public. Bien sûr. Donc il y a cette idée de on est dans un univers avec des dragons, des deux côtés il y a des magiciens potentiellement, même si en vrai on sait que c'est pas le cas, mais tu vois, à l'œil du grand public il y a forcément un duel. Mais c'est vrai que je trouve que cet antagonisme qui a été forcé, l'a été forcé pour le SEO, pour Google, et pas vraiment
pour la teneur de chaque série et ce qu'elle voulait raconter. Parce qu'en vrai, comme tu l'as dit, c'est quelque part antagoniste en fait. Elle ne raconte pas du tout les mêmes délires, quoi. Et puis comme tu l'as dit Théo, il y a cette idée de à la fin, qu'il y en a un qui gagne, il faut choisir un camp. Alors nous, on l'a choisi, mais on ne l'a pas choisi parce qu'il fallait absolument qu'on se mette d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'on a réussi à juger les deux séries indépendamment l'une de l'autre en fait, quoi, et sans les comparer. On a préféré l'une à l'autre, quoi. Personne n'a dû regarder House of the Dragon en faisant l'impasse sur Rings of Power, tout bêtement. Tu peux regarder les deux, donc voilà, on s'en fout, quoi. C'est pas parce que j'aime les frites que je vais arrêter de manger des pâtes. Du coup, il y a quand même un truc que moi je voulais aborder aussi, c'est que il y a eu quelques années qui se sont passées. Je vous laisse digérer ça. Très belle métaphore. Il y a eu quelques années qui se sont passées et la technique a un peu avancé. Mais quand même. La matérialisation, les animations des dragons, et là il y en a plein, ils sont tous différents, ils ont un design différent, il y a des ordres de grandeur, il y a quand même des choses qui étaient assez mémorables de ce côté-là. Par contre, il y a des survols de King's Landing, enfin de Port-Réal, qui on dirait les cinématiques de PlayStation 2. T'es dur quand même là. Sur les premiers épisodes, vraiment, il se passe des choses. J'en peux plus de cette métaphore PS2 là, sans déconner, elle est surannée comme pas permis là. Ouais, mais de Xbox 360 si tu veux. Et mais au-delà de ça, moi, c'était juste une façon d'introduire le fait que comparé à Game of Thrones, là, il y a des dragons, il y en a beaucoup, ils sont différents, ils ont donc des caractères et ils sont beaucoup plus admis dans l'univers qu'on décrit. Il y en aura quasiment presque une vingtaine au total dans la série et on va les voir s'affronter. Et un cochon. Et un cochon avec des ailes. Alors ces dragons, ils remplissent les attentes pour vous ou pas encore ? Je vais me permettre un petit angle technique puisque c'est le seul truc sur lequel je peux juger. Nerd alert. Voilà, j'aime beaucoup les CGI et les ordinateurs. Je suis ingénieur informaticien. Le truc, je trouve qu'avec Game of Thrones, effectivement, il y a une évolution, mais je la mettrais sur l'évolution de la direction artistique. Où effectivement il y a plus de dragons, ils ont essayé de leur donner un caractère différent l'un et l'autre. Par contre, en termes de technique, on n'a pas forcément eu un énorme bond comme on peut l'avoir eu, et même si je viens de dire qu'on ne devrait pas comparer, avec Rings of Power, où là, effectivement, il y a un pognon immense et ça se voit. Je trouve que sur Game of Thrones, en termes d'investissement et de production pure, ils n'ont pas nécessairement mis tout le budget sur les CGI, mais ils l'ont mis de manière équitable sur tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a le costume design qui est incroyable, l'armure de Rhaenyra. Oh, elle est trop bien. Les robes de Rhaenyra. On te l'offrira à Noël. Mais franchement, cette armure, je la trouve gueudin. Mais bref, mais il y a une espèce de moyenne faite sur la série Game of Thrones. Sauf sur les perruques de Daemon. C'est parce qu'ils sont blonds peroxydés aussi, ça aide pas à rendre une perruque difficile. Daenerys, mon garçon, c'était pas mieux sur Game of Thrones, hein, mais le fait est que je trouve qu'il y a une moyenne tout à fait acceptable, qui est top tier quand même dans le milieu des séries sur House of the Dragon. Après, est-ce que je suis subjugué par l'image qu'on m'offre, par les CGI, etc. Non, ça reste des CGI de série pour moi. Après c'est très beau en termes de photos. À quelques épisodes où on voit rien près, des fois les clairs-obscurs sont sublimes. J'ai l'impression que les gens ont redécouvert ou peut-être découvert pour certains la notion de direction de la photo avec cette série, parce que quasiment après chaque épisode il y avait le côté genre mais en fait c'est pas le fichier tout pourri que j'ai récupéré, en fait il était bon, visiblement tout le monde a les mêmes problèmes de on voit rien dans votre délire. Et effectivement, il y a des choix. Pour le coup, c'est vraiment une histoire de choix parce que toute la série a plus ou moins le même traitement, hein. Il y a vraiment ce côté. On n'est même pas sur de la nuit américaine, vous savez, ces moments de fausse nuit qui ont un ton vraiment bleuté, où c'est fait pour être visible, on cherche pas à le cacher. Là, il y a un aspect très bizarre. La scène vraiment qui a cristallisé ça, je pense pour beaucoup de gens, c'est les funérailles de la femme de Daemon, où on sait même plus trop si on est le jour, la nuit, entre les deux, s'il se couche, il se lève, et on est vraiment sur un instant qui n'existe pas vraiment. En tout cas, j'ai jamais rencontré de lumière comme ça. Ou alors c'est vraiment un choix d'avoir ce côté un peu, je sais pas, hors du temps, j'en sais rien, mais
visuellement, on peut pas dire que ce soit ce qu'ils ont fait de plus réussi, alors qu'à l'inverse, je trouve qu'il y a des moments où ça marche très très bien. Je sais plus si c'est c'est à la mort donc c'est l'épisode qui suit la mort de Viserys de mémoire, où on suit une servante qui se balade dans tout le Red Keep, donc le donjon rouge, pour aller annoncer la nouvelle. Et encore une fois, ça a fait écho en plus à ce qu'on avait dit sur Rings of Power, sur le fait qu'il y avait très très peu de plans moyens où on nous présentait les lieux et tout. Là aussi, la série prend le temps de faire ça parce qu'on est sur quasiment une unité de lieu. Et là, il y a ce côté vraiment, cette aube noire avec vraiment les flammes qui émanent des flambeaux, et on voit cette silhouette qui se distingue un peu dans les différents éléments du château. Et là, ça fonctionne super bien, quoi. Donc je sais pas, c'est un vrai choix. C'est un vrai parti pris pour le coup. Il n'y a pas quelqu'un qui a merdé à un moment donné, qui a poussé les boutons pas assez trop. Mais bon, comme tous les choix, ça fait débat. Moi, comme tu dis, il y a des moments où ça marche et d'autres où ça marche pas du tout, quoi. On va bientôt clore ce podcast. Moi, j'ai 2 questions à vous soumettre. La première, c'est donner votre avis général après avoir vu tous les épisodes. Et on va faire un petit tour de table. Et la deuxième, je vous la reposerai après, mais elle est plutôt par rapport à vos attentes sur la suite. Théo, déjà, ton feeling global, et tu pourras conclure ton speech par une petite note en pop. Une note, évidemment, une note créative. J'essaie d'y penser depuis tout à l'heure. Je garde voilà, ces tentatives de jeu de mots. Fais-nous un long discours que je puisse réfléchir à la mienne aussi. C'est absolument désastreux. Non, mais de toute façon, effectivement, je pense que j'ai été assez clair sur la ligne. C'est que voilà, je n'attendais pas grand-chose. J'ai été agréablement surpris par beaucoup de choses, notamment effectivement le traitement de certaines situations, la manière dont les acteurs ont pris à cœur leur rôle, parce que vraiment je pense qu'il y a eu une dose d'investissement personnel de la part des acteurs qui est assez impressionnante là-dessus. Mais juste arrêtez de vous battre en fait. Genre il y a un moment où je sais pas, il y a vraiment ce côté et pourtant voilà, j'adore la SF, j'adore l'horreur, donc du gore, genre, voilà, c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être parce que j'aime pas Marvel et que du coup je mate très peu de trucs édulcorés. Voilà, là j'étais en mode c'est pas nécessaire en fait, calmez-vous. Donc juste arrêtez de vous battre sur 20, vraiment. Voilà, c'est vraiment ma note finale, c'est juste c'est pas nécessaire, vous avez plein de potentiel en fait, juste voilà. Je suis désolé, j'ai pas tenu assez longtemps pour toi. Phlegmatique. Ah non, mais moi je vais laisser Otaxu parler pendant que je réfléchis. Alors, Otaxu. C'est-à-dire qu'on me l'a pas volé, parce que moi j'y réfléchis, j'en ai un depuis tout à l'heure. En vrai, je m'attendais à une déception et au final j'ai été agréablement surpris, voire même j'avais clos le dernier podcast en disant que je n'attendais rien des séries qui allaient venir, et finalement là je me retrouve à attendre avec vraiment grande impatience la saison 2, parce que je pense que c'est le moment où on aura toutes les intrigues politiques. Pop, ça c'est la deuxième question. Voilà. En tout cas, sur cette première saison, clairement, je suis gavé chaud et je lui donne un top of the pop. Oh, le top of the pop qui est parti du côté d'Otax. Phlegmatique, ça va être à toi, je suis désolé. Non, je suis un peu du même avis qu'Otax, c'est-à-dire que pareil, j'étais pas spécialement chaud sur le projet de base, et puis finalement, en fait, c'est comme si HBO était venu me rappeler que, ça va, on sait faire. Genre, ok, on a laissé les deux Gugus faire leur truc sur les dernières saisons de Game of Thrones, mais rappelle-toi, avant, c'était quand même vachement bien. T'avais pris quand même une sacrée claque. C'est nous qu'on a fait Rome. Ouais, voilà, et on a fait Rome, on a fait Les Sopranos, on a fait Oz, on a fait The Wire et plein d'autres mini-séries que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Mais voilà, là où effectivement, j'avais très très peur qu'ils partent sur vraiment le penchant commercial, mercantile. On fait un truc avec plus de dragons, plus de sexe, plus d'inceste, plus de gens décapités, etc. Ils sont venus me rappeler que ouais, ils avaient pris le temps en fait ou en tout cas ils n'avaient pas forcément pris le temps, ils ont fait les choses bien, quoi. Et j'ai été surpris par le rythme de la série, par ces acteurs que je connaissais plus ou moins, qui vraiment pas, j'ai pas envie de dire tout m'a séduit. On a des réserves, on en a parlé. Mais ouais, pour moi ça a remis le dragon au centre du village. Le dragon au centre du village, elle est jolie. Pour ma part, je vais la faire au talent, pour pas dire en impro. Je fais partie de ceux qui attendaient la série. J'aime beaucoup cet univers et je voulais voir comment est-ce qu'on allait réussir à braver cette logique-là. On avait parlé dans Ring of Power du choix qui a été fait de compresser la temporalité. Là, on a choisi au contraire de l'étaler.
et on a vu que ça fonctionne plutôt bien. Comment raconter toute une génération qui se construit et qui va passer à la génération d'après le flambeau. Il y a quand même une quarantaine d'années, trentaine d'années qui sont passées quasiment dans la saison 1. La saison 2, elle va être beaucoup plus réunie. Il n'y aura pas comme ça autant de sautes à venir. Du coup, je suis plutôt enthousiaste. Comme tu disais, on a des réserves. On les a marquées, on les a citées. On n'a peut-être pas tout abordé. Il y avait beaucoup de choses. Il y a plein de personnages dont on a très peu parlé, comme Otto Hightower. Moi, quand j'avais lu le bouquin, je le trouvais plutôt un bad guy. Dans la série, j'ai revu mon propos et je le vois beaucoup plus manipulateur. C'est quand même Ricci Fiennes qui joue Otto Hightower. Il y a beaucoup. Lui aussi qui trouve un vrai bon rôle, quoi. C'est plus juste le lézard de Amazing Spider-Man, quoi. Oui, voilà, ou le colloque gênant dans 4 mariages et un enterrement. Mais pour moi, si on n'en a pas parlé, c'est que c'est le personnage Game of Thrones typique. Donc, et du coup, moi, je suis assez enthousiaste sur ce qui a été montré. Il y a beaucoup de choses qui sont plantées et c'est un peu aussi ce que je reproche, c'est-à-dire que tout ça n'est qu'un setup, n'est qu'un décor planté pour une série, et c'est là où je fais mon dernier rapport avec Game of Thrones, c'est qu'on a toujours tendance, quand on a regardé la saison 1 de House of the Dragon, à comparer à GOT dans son ensemble, mais il faut pour moi s'arrêter à la saison 1 de Game of Thrones, c'est de se rendre compte de ce qu'elle était quand même à l'époque. Et là, il y a quand même beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'assurance sur la survie du projet. Et du coup, avec tout ce que j'ai vu monter crescendo, et notamment cet épisode 8, moi, comment t'as dit, Théo, que toi t'étais sur un... Arrêtez de vous battre sur 20. Arrêtez de vous battre sur 20. Moi, je suis un Viserys héritage sur 20. Voilà, un Grau pop. Je sais pas comment le dire. Ce qui va mettre donc du J'ai coup. recherché un truc un peu comme ça, mais. Ouais, je cherchais. Mais bon, c'est. Est-ce que je peux me permettre un petit instant statistique, parce que j'ai oublié de le dire, mais j'ai compté après avoir revu la première saison. Sur la première saison de Game of Thrones, en seulement 2 épisodes, on a eu un inceste, une double tentative de meurtre d'un gamin de 10 ans, une exécution sommaire d'un gamin de 11-12 ans à peu près, et l'exécution d'un toutou. Un toutou super mignon. Never forget. Donc, en termes de arrêtez de vous battre, finalement, Wick, la approuve. première saison de Game of Thrones était peut-être un petit peu plus violente. Voilà, c'est Mais- tout ce que Juste un truc tout bête, mais regarde l'épisode où le roi Robert Baratheon part à la chasse. Il y a 2 pélos dans la forêt à côté de lui. Là, quand le roi part à la chasse, il y a 150 figurants, 14 millions de budget d'armure et de tentes et de tout ce que tu veux. Déjà, on est sur une autre échelle. Ah bah c'est pas Elrond et Durin qui vont à Kazakh-Dôme, hein. Et donc, du coup, dernière question avant de clore. Quelles sont vos attentes pour la saison 2 ? Même si j'ai déjà un peu spoil des trucs, peut-être. On refait le tour, Théo. Et on est reparti. Alors, là où effectivement vous avez l'air vachement optimiste, moi j'ai peur. Enfin, je sais pas où est-ce qu'on veut mener pour le coup. On parlait justement de séries très crescendo. J'ai envie de dire, en fait, en diminuendo et surtout chez HBO, on a eu récemment l'annonce de l'annulation de Westworld, qui avait offert une super saison 1. Enfin, moi je parle plus de SF. Tout d'un coup, je reviens dans ma zone de confort. C'est bon, ça fait trop longtemps que je suis dans la fantasy. Mais voilà, et donc du coup, je sais pas vraiment, tu vois. Et donc j'ai envie de dire, j'espère que ce sera pas The Show Who Never Was, tu vois, finalement. Tu vois, la série qui n'a pas été. Il est fort, Oui, j'espère. En tout cas. Mais voilà, en fait, j'ai envie que ce soit bien, mais pour l'instant, j'avoue que je sais pas où je vais avec tout ça. Au taxe. Ah bah, je l'ai dit et je le redis, moi ce que je veux c'est de l'intrigue politique, très clairement. C'est que pour moi cette saison 1 c'était le setup de dire au fait vous voyez ce côté humain, pacifiste, mignon, bah ça marche pas donc maintenant on va aller bien sale, tu vois, c'est ce que je veux dans la saison 2. Maintenant c'est vrai que j'ai pas lu le bouquin donc j'ai peur quand même au fond de moi que ce soit mon optimisme qui me joue des tours. Mais ça me donne confiance en tout cas dans le traitement, dans la manière dont ils ont amené les choses. Déjà de voir quand même un truc que je trouve un minimum supérieur quand même à Game of Thrones dans le traitement, dans le sous-texte, du moins qui a le potentiel d'être supérieur. Ça me donne vraiment espoir sur une saison 2 et je serais taqué dès la première annonce, tout ce qu'il y a quoi.
Flegmatique. Ouais, je suis entre vous deux, je pense, parce que j'ai adoré cette saison 1, mais c'est vrai que de l'idée de potentiellement revenir à une temporalité beaucoup plus resserrée, avec beaucoup plus éventuellement d'affrontements entre dragons, genre on les a vus, mais on les a pas trop vus que ça, et même si je trouve qu'ils fonctionnent bien indépendamment, je trouve toutes les scènes finalement, vous les voyez avec, se faire avec le gros plan sur le cavalier, on va dire. Là, il y avait un petit truc, une petite Uncanny Valley qui fonctionnait un peu moins bien, donc l'idée d'avoir peut-être plus de batailles et moins potentiellement d'intrigues de cours, ça me fait un petit peu peur. Maintenant, j'ai envie de leur redonner confiance comme je leur avais fait confiance finalement tout au long de cette saison. Donc évidemment, on va pas se mentir, pareil, je serais taquet à regarder la saison 2 dès que possible. Par contre, et j'ai un truc, ça on en a pas parlé pareil dans le côté CGI, mais par pitié, changez-moi ce générique quoi. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire un truc aussi moche quoi. C'est ce sang, on dirait d'une espèce de coulis de framboise ou de cassis ou je sais pas quoi, c'est dégueulasse. Alors je peux comprendre l'histoire de le sang qui se transmet partout puis à la fin tout revient sur les Targaryens, il y a un côté peut-être un peu symbolique, mais putain, visuellement c'est hideux quoi. Et en plus j'étais hyper déçu par ce côté de on a une musique tellement iconique et les gens s'attendent tellement à la réentendre après notre logo HBO qu'on va juste reprendre la même et puis voilà. C'est ça, j'ai trouvé ça vraiment le combo, les premiers épisodes, le combo même thème plus CGI dégueu sur le générique. Vraiment, j'avais envie de le squeeze à chaque fois, alors que c'était le truc avant que j'avais pas envie de rater quoi. Voilà, alors, c'est un détail, hein, mais voilà. Mais sur ce générique, moi, j'étais déçu aussi, tout simplement parce que je voulais qu'il soit différent et que peut-être, au fur et à mesure des saisons, on rejoigne celui de GOT et que ça aurait fait le lien historique entre les deux séries. Juste qu'il ait des variations et que, au fur et à mesure, il se transforme. Sur la saison 1, les gens. Oui, mais c'est déjà le même. Voilà, c'est un souhait pour la saison 2, mais encore une fois, c'est minime. Juste, j'avais envie de le poter. Voilà. Et du coup, de mon côté, moi, ce que j'attends, c'est déjà de voir dans quelle mesure ils vont réussir à ne pas faire juste bêtement des scènes de bataille sans arrêt. Comment ils vont réussir à continuer à garder un intérêt dans les jeux politiques, l'écriture des personnages et les dialogues. Par contre, il y a certaines scènes, je suis très curieux de voir comment ils vont les faire. Matérialisé à l'écran, comment on passe de page à l'image qu'on s'en fait en tant que lecteur et comment ça va être projeté avec une mise en scène, etc. Et ce que j'ai surtout envie, c'est d'être surpris. Ça a l'air con comme ça, mais cette écriture de Viserys et avec ce moment de l'épisode 8 où il a on est déjà revenu dessus, hein, son moment à lui qui est pas dans le bouquin. Voilà ce que j'attends, c'est de sortir de juste l'adaptation d'un matériau original, mais d'essayer de aussi, grâce au nouveau support qui lui est offert d'une série télé, de le transcender quelque part en gardant son ADN et son message et son identité, mais en essayant d'aller plus loin que juste on remet en image ce qu'on a vu à l'écran. La complémentarité dont je parlais tout à l'heure. Voilà ce que moi j'attends, et sinon je suis très curieux de voir la suite, bien évidemment. Si je peux me permettre une dernière note, parce que c'est vrai que moi aussi je voulais parler d'un truc et j'ai oublié. On a fait énormément confiance sur Game of Thrones au showrunner, en mode genre Game of Thrones est génial grâce au showrunner. Je trouve qu'on devrait aussi souligner que House of the Dragon n'a pas ces mêmes showrunners et arrive quand même à être à ce niveau de qualité qu'on attendait. Rien que pour ça, je trouve que ça souligne et ça s'applaudit. Surtout les showrunners originaux, une fois qu'ils ont plus le matériau de livre, on a vu que c'était un petit peu moins abouti. Tu manques de dire les termes. C'était de la merde. Voilà. Ah, c'était du soap opéra dégueulasse. Nul. Pas soap opéra, mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comme ça qu'on va terminer malgré tout ce podcast autour de House of the Dragon saison 1. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre ressenti ou si vous voulez rebondir sur certaines sorties qui ont eu lieu dans ce podcast. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, bien sûr, mais aussi sur Spotify, sur Apple, sur Google ou sur Deezer. En gros, vous allez sur le Linktree, legrandpop.fr/podcast. C'est pas un Linktree, respecte-moi, j'ai codé la page. Écoute, merde. En tout cas, c'est la bonne adresse, legrandpop.fr/podcast. Vous avez tous les liens.
pour savoir évidemment où nous suivre. Et sinon, évidemment, les étoiles, les commentaires, quand il y en a, c'est toujours un plus. Abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous aussi. Hein. On peut encore faire ça, se tourner vers son prochain et lui dire hey, t'as écouté le grand podcast, c'était vachement bien. Parce que nous, c'est la passion qui nous anime. Et vous pouvez bien sûr suivre Le Grand Pop un petit peu partout sur tous les réseaux sociaux. Le Grand Pop FR. On vous remercie. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Des bisous. Tchuss.